à toutes et à tous. Je suis ravie d'animer cette masterclass sur la valorisation. Je suis Leïla Hafez, je travaille à la direction de la création et de l'entrepreneuriat et je m'occupe des partenariats et notre expert du jour, ce sera Aymeric, donc je te laisse te présenter. Donc, bonjour à tous, merci d'être là, merci Leïla pour votre invitation. Moi je fais du conseil en fusion-acquisition depuis plus de 25 ans. Et effectivement, j'accompagne des entreprises, aux actionnaires et des dirigeants dans leur projet d'acquisition, cession, recherche de partenaires financiers. Et donc, comme on est dans le parcours de transmission, nous allons pouvoir aborder le sujet de la valorisation dans ce cadre-là. Donc, on va voir les différentes méthodes en 45 minutes. Donc, c'est un exercice qui va être un peu succinct. Et j'espère que vous m'entendez tous quand même et que vous voyez les slides, c'est bon. Exactement, donc on aura 45 minutes, on va laisser 5-10 minutes à la fin pour ceux qui sont en présentiel aujourd'hui pour nous poser toutes vos questions. Et puis on va commencer ce sujet, la valorisation, très technique. Alors évidemment en 45 minutes, on aura une vision très macro du sujet. Mais déjà Aymeric, est-ce que tu peux nous dire dans quel contexte c'est important d'avoir ces sujets de valorisation en tête ? Alors déjà, quand on veut vendre son entreprise, on se dit combien ça vaut. Et après, ça vaut quoi et c'est quoi le prix et qu'est-ce qu'on a aussi à la fin dans sa poche quand on a vendu. Donc ça, c'est les aspects fiscaux, mais on ne va pas forcément les traiter aujourd'hui. Mais déjà, on va parler des sujets de valorisation. Donc on a prévu des rappels des principes de manière générale sur la valorisation pour quelques nuances à bien comprendre. Et après, des méthodes, 3 méthodes dans lesquelles on va rentrer un peu dans le détail et des conclusions et aussi de remettre toutes ces méthodes dans le contexte d'une transmission. Parce qu'en fait, une valorisation, ça dépend quel est l'objectif. Aujourd'hui, on va parler effectivement sur l'objectif de vendre une entreprise, par exemple. Donc c'est dans ce cadre-là, je vais vous en parler. Mais écoute, je te laisse démarrer. Les tenants et les aboutissants de la valorisation. Je t'en prie. Donc sur les 3 méthodes, on a regroupé les méthodes des comparables, la méthode du DCF, donc c'est l'actualisation des cash flows, des flux de trésorerie futurs, et la méthode de l'ANR qui est l'actualisation de l'actif net réévalué. Alors, tout d'abord, les rappels des principes d'une évaluation. Donc, quand les gens me disent mon entreprise, elle vaut 100, en fait, qu'est-ce qui vaut 100 ? C'est les titres ou la valeur d'entreprise. Il y a une nuance ici qui est importante, souvent, c'est la valeur des titres, c'est quand je vends l'entreprise, je vends mes actions, mais c'est corrigé plus ou moins de la trésorerie ou de l'endettement de l'entreprise. Donc, on a 2 grosses composantes. La valeur d'entreprise, on va y revenir ensuite sur les méthodes qu'on applique et qu'est-ce qu'on valorise quand on les applique. Est-ce que c'est la valeur d'entreprise qui va être plus, ça c'est sa capacité, on va dire, à générer du résultat, combien on est prêt à la payer, mais en fait qui va être corrigée ou ajustée de la trésorerie ou de l'endettement net. Donc en fait, c'est au moment de la transaction. Et donc, on va passer à la première méthode, la méthode des comparables. Alors, c'est une méthode qu'on voit assez souvent. Oui, effectivement, la méthode des comparables, c'est comme son nom l'indique, on se compare à d'autres. Le vrai sujet, c'est chaque société est unique ou chaque projet est unique, donc, ou situation aussi, on y reviendra. Mais c'est une méthode analogique qui a notamment 2 grandes typologies de comparaison. Donc les méthodes comparables boursiers, donc c'est pour les entreprises qui sont cotées, ou les comparables avec les multiples de transactions qu'on constate alors sur un secteur, sur une typologie, une taille d'entreprise. Donc c'est 2 notions qui sont différentes, mais c'est la même méthode qu'on applique dans les 2 cas, avec des ajustements. Alors, donc là, on vous détermine les principales étapes de la méthode. Donc tout d'abord, c'est de définir l'échantillon. Quand on valorise une entreprise, on essaye de se dire dans quel secteur elle s'applique, quels sont ses marchés, quelle est sa structure par rapport à son activité, sa taille. On peut avoir des comparables internationaux, mais il faut faire attention effectivement sur les conditions de marché ne sont pas les mêmes quand on est en France ou quand on est international. Et puis après, il y a des questions de taille aussi. Et puis après aussi des informations que l'on dispose sur les entreprises. Quand on est sur du boursier, l'avantage c'est qu'il y a plein d'informations. Si les entreprises sont suivies par des analystes, c'est encore plus facile. Quand on est sur les sociétés, des transactions comparables d'entreprises plus petites, parfois il y a peu d'infos, ou l'information n'est pas publique, ou c'est dur de l'avoir, ou c'est par l'expérience qui fait qu'on finit par savoir quel multiple a été appliqué, et on va y revenir. Alors,
Donc déjà définir l'échantillon. Ensuite, on va essayer de corriger un petit peu ou de retraiter certains éléments pour que les sociétés soient comparables. Alors parfois, c'est parce qu'elles n'ont pas la même méthode de financement. Donc ça peut être sur les amortissements, ça peut être il y a des périmètres qui ont évolué à un moment donné. Donc il faut aussi que les chiffres qu'on prenne en compte soient applicables et comparables à notre cas sur la fin. Donc ça, c'est effectivement d'essayer de déterminer au mieux les sociétés qu'on retient et d'exclure celles qui sont peut-être hors scope ou trop exceptionnelles ou aussi, par exemple, quand on est sur le boursier, il y a aussi des impacts à un moment donné, il peut y avoir un crack, mais tout le monde est concerné, c'est pas lié à l'entreprise. Et après, sur la partie transaction, effectivement, il faut voir ce qu'il y a dans l'entreprise. Une transaction, c'est aussi... il y a le prix qu'on paye, mais il peut y avoir des compléments, il peut y avoir de l'immobilier, il peut y avoir d'autres thèmes complémentaires sur une transaction. Donc tous ces thèmes-là, on ne les a pas forcément, mais il faut arriver à se dire, OK, j'ai quoi comme élément que je vais appliquer ensuite à mon entreprise. Dans les multiples, on va regarder, on a des multiples de chiffre d'affaires, des EBITDA, des bits. Le chiffre d'affaires, vous savez, les EBITDA, c'est en gros le BE ajusté, les bits, c'est le résultat d'exploitation. Il y a des petites nuances à chaque fois. Et avec ces multiples-là, on va en fait obtenir la valeur d'entreprise que j'évoquais tout à l'heure, qu'il va falloir corriger de l'endettement financier ou de la trésorerie. Et ensuite, on a le multiple de résultat net, qui est le PER, donc Price Earning Ratio, qui lui va donner un multiple de valeur de titre, puisqu'en fait, on a déjà l'impact de la trésorerie au niveau du résultat financier. Alors, je suis sur des notions très générales et ça dépend de vos profils, de vos expériences. Le jour où vous serez concerné, il est très probable que vous ayez des conseils qui vont vous aider aussi quand même à les appliquer, à voir comment ça se met en place sur votre entreprise. Et ensuite, quand on a ces multiples qu'on a déterminés, alors on peut prendre la moyenne, la médiane, on va ensuite l'appliquer à l'entreprise concernée. Alors, le multiple de chiffre d'affaires, c'est sûr que c'est bien de se dire je vends une fois le chiffre d'affaires 1,3, mais ça ne prend pas en compte en fait la notion de rentabilité, de est-ce que c'est bien géré, mais parfois c'est le seul chiffre qui soit positif. Donc c'est la seule option qu'on a. Le multiple d'EBITDA, c'est le plus courant parce que en fait c'est c'est un multiple qui vient la valorisation par l'EBITDA qui permet de valoriser par la performance de l'entreprise à générer un chiffre d'affaires, à bien gérer, à être rentable dans sa façon de travailler et à générer un résultat qui soit rentable en fonction de ses moyens de production ou d'exploitation. Ensuite, on peut aller sur les bits, qui est effectivement un bon élément, mais après, il faut regarder comment chacun a financé, en fait, entre ceux qui ont financé sur fonds propres, ceux qui donc en amortissement, et ceux qui sont, par exemple, avec tout ce qui est loyer, crédit bail, où effectivement, il faut pouvoir aller le dissocier. Donc, c'est des notions, en fait, après, un peu plus financières, où, alors là, je vous décris les techniques financières. Après, quand on va parler de transaction, c'est de la négo aussi de dire quelle méthode on retient ou quelle méthode peut être appliquée. Quand on a des boîtes qui ne sont pas rentables, c'est sûr que les EBITDA, les EBIT, s'ils sont négatifs, c'est dur de dire que ça vaut multiple d'EBITDA, mais quand on veut vendre et qu'on dit qu'il y a quand même quelque chose dedans, on va essayer de trouver d'autres méthodes. Alors ça peut être le type de chiffre d'affaires ou d'autres méthodes qu'on va voir après. Et après sur la partie PER sur le résultat net, effectivement, il y a l'impact fiscal aussi qu'il faut regarder. Il ne faut pas oublier que chaque pays a sa fiscalité. Donc, quand on compare avec d'autres acteurs internationaux, il y en a qui font de l'optimisation que ne peuvent pas faire, par exemple, une société. Et ensuite, tous ces éléments-là, on les applique à l'entreprise et on interprète les résultats. Vous prenez chaque méthode, vous le mettez sur l'entreprise, ça ne vous donne pas un chiffre qui est la vérité, c'est une multitude de chiffres, à vous d'apprécier, de vous dire il y en a qui sont plutôt haut, plutôt bas, mon entreprise, est-ce qu'elle est dans le marché, est-ce qu'elle est au-dessus, est-ce qu'elle est plus performante ou elle est au contraire plus petite, et surtout, par exemple, quand on compare avec du boursier, quand on veut vendre une entreprise qui est privé, les boursiers, de fait, il y a un marché qui est plus ou moins liquide. On regarde aussi s'il y a une fluctuation des cours. Mais surtout, souvent, c'est des entreprises qui sont beaucoup plus grosses que la cible qu'on regarde. Donc, on va appliquer une décote. Après, est-ce que c'est 10, 20, 30, 50 ? Bon, il y a un moment donné, il ne faut pas que la décote soit trop forte, sinon ça n'a plus de sens. Donc voilà, c'est les éléments qu'il faut regarder. Et sur le comparable transactionnel, c'est un peu pareil, mais on n'a pas toujours toutes les informations, où on sait qu'en ordre de grandeur, on constate des multiples d'EBITDA à un certain moment. Et surtout, ça dépend du marché.
en fait, l'avantage de ces méthodes, c'est que ce sont les plus utilisées au sens où, bah oui, une entreprise, un secteur, on sait combien ça se valorise parce qu'on a vu d'autres opérations similaires. Après, donc ça c'est plutôt bien, mais il faut aussi parfois isoler des éléments récurrents, il peut y avoir des éléments exceptionnels. Je vous parlais de l'immobilier tout à l'heure par exemple, parfois l'immobilier dans la société, parfois dans une SCI à côté, parfois dans la transaction on va vendre la société d'exploitation et l'immobilier, donc c'est un mixte entre les deux. Donc en fait, tous ces thèmes-là font que parfois la société n'est pas comparable ou quelqu'un vous dit « Ah, mon confrère il a vendu un an de chiffre d'affaires, mais on ne sait pas comment a été constituée la rentabilité ou la situation d'endettement à ce moment-là ». Donc voilà, il faut faire attention à tout ça. Et quand est-ce qu'on les vend? Alors il y a des indices qui existent en ce moment, on dit que ça vaut 9 fois l'EBITDA ou autre. C'est multiple, ça évolue. Ça dépend aussi de la taille des entreprises. Et donc il faut aussi, par exemple, aujourd'hui, ce qu'on constate depuis 1 ou 2 ans, c'est quand même une baisse des multiples sur le marché parce que les entreprises, il y a eu l'inflation, la hausse des taux. Donc ça fait quand on achète, on ne peut pas financer le même montant. Et selon les secteurs, en fait, il y a des marchés qui sont très bien valorisés où les multiples montent et d'autres, au contraire, ça se tasse un peu. Donc là où il y a peut-être 2 ans, on était à 5-6 fois l'EBITDA, par exemple, on va être plutôt à 3-4 fois sur certains secteurs. Et après, sur les comparables, là, je vous ai donné les méthodes générales. Il y a aussi des spécificités de certains secteurs, comme tout ce qui est en récurrence, c'est des multiples d'abonnements ou de primes. Et, par exemple, vous avez ça dans les contrats d'ascenseur, c'est 2-3 fois le chiffre d'affaires des primes, parce qu'on sait que derrière, il y a des contrats, il y a des interventions de maintenance et de travaux. Et après, on a aussi tous les éditeurs logiciels, par exemple, qui, eux, en fait, investissent beaucoup, ils développent. Et donc, on va aller regarder plutôt l'ARR, des notions plus techniques en gros, développement, croissance de l'activité, et qu'on va essayer de comparer avec d'autres acteurs. Mais en fait, ils investissent tout le temps pour leur développement, pour maintenir leurs outils et pour rester dans le marché. Et en fait, ça, quand on regarde dans le détail, c'est combien de temps, en fait, si on arrêtait d'investir, on aurait du revenu avec des EBITDA qui continuent à traîner parce que les gens continuent à payer des abonnements, même s'il n'y a pas la prestation. Mais bon, voilà. La prochaine méthode, le DCF, Discounted Cash Flow. Là, on est sur une méthode très technique, je dirais même presque mathématique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et puis surtout nous dire dans quel contexte on l'utilise et quels sont un peu les avantages et les inconvénients d'utiliser cette méthode-là? Alors, effectivement, la méthode du DCF est plus technique financièrement, on va regarder ça tout de suite, et concerne en fait des entreprises en développement où il y a des axes d'amélioration. Alors, on voit ça souvent dans les startups ou dans des projets en développement, il y a des nouveaux projets qui arrivent, donc il y a les prochaines années pour se projeter. Alors là, je vous affiche juste la méthode mathématique où en fait, le concept, c'est pour déterminer la valeur d'entreprise, on actualise les flux futurs qu'on va estimer de l'exploitation de l'entreprise et de son environnement. Donc là, c'est la formule mathématique, mais on va revenir après dans le détail, et qu'on va ensuite actualiser à aujourd'hui, de se dire, si aujourd'hui on investit dans cette société, quel rendement on en attend. Vous voyez en dessous le WACC. Le WACC, c'est en gros le coût moyen pondéré du capital. Donc en fait, c'est un équilibre entre le coût de la dette pour les créanciers et le coût des actionnaires, que les actionnaires attendent de la part de l'investissement dans une société qu'on va valoriser. Et je vais revenir là-dessus juste après. Déjà, pour déterminer le cash flow d'exploitation ou le flux de trésorerie, donc on part du résultat d'exploitation comptable, où ensuite, comme on va chercher en gros le flux de trésorerie généré par l'entreprise sur une année, on va remonter en fait les amortissements et on va déduire ensuite les investissements. Donc c'est des notions qu'il faut avoir aussi, regarder sur chaque année quels sont les montants investis. Et ensuite, on va corriger ça aussi de la variation de BFR. Quand vous avez une entreprise en développement, parfois on tire sur le BFR. Le BFR, c'est le besoin en fonds de roulement. Donc c'est le besoin entre les créances clients, les dettes fournisseurs, le social, le fiscal et les stocks. Et donc tous ces thèmes-là qui viennent tirer sur la trésorerie, qui font que quand on a une croissance, si on ne fait pas attention à ça, on peut vite perdre, on dit brûler du cash, mais en gros, on peut perdre de la trésorerie parce qu'on se développe trop vite. En fait, tout ça fait que sur une année, on génère un certain volume, qu'ensuite on va corriger de l'IS, donc l'impôt sur la société, et on se dit chaque année, on va déterminer ce montant à partir d'aujourd'hui et de développement futur, d'essayer de se faire un prévisionnel d'évolution de ce free cash flow. Donc effectivement, la première étape, c'est de voir, on fait un plan d'affaires, un business plan sur 5 à 7 ans. Alors ça dépend des sociétés, il y en a qui au bout de 2 ans, ils ne savent pas très bien où ils en sont. Mais bon, on fait des hypothèses
qu'on pousse sur 5-7 ans. Ensuite, on détermine le free cash flow qu'on a vu juste avant. Et ensuite, il y a une valeur terminale à la fin, de se dire, bon, au bout d'un moment, à horizon 5-7 ans, quel est finalement ce free cash flow régulier qu'on va actualiser avec alors la méthode, la formule que vous avez ici, effectivement, sur un mix entre le taux de croissance et une actualisation avec un taux de croissance à l'infini, où effectivement, enfin, on y reviendra, mais souvent la valeur terminale est quand même un élément dans la valeur d'entreprise qu'on aura à la fin, qui va être très important. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir beaucoup d'années dans le prévisionnel au départ. Si vous faites une valeur de terminale au bout de 3 ans, en fait, elle va faire 90% de la valeur déterminée. Donc, son poids est important. Et en fait, un DCF, ce qui est important, c'est de montrer que vos hypothèses, vous y croyez, que c'est fiable et que vous allez pouvoir délivrer ce qui est prévu. Donc ensuite, on actualise ces free cash flow qu'on a identifiés par année et la valeur terminale avec le WACC comme on a vu juste avant et qui va ensuite nous permettre d'obtenir la valeur d'entreprise pour qu'on va ensuite corriger, je vous le disais au tout début, de la trésorerie nette ou de l'endettement net pour avoir la valeur des titres. La méthode du DCF, elle est très bien au sens pour des entreprises en développement, de dire voilà sur quoi on va. Alors, mais en fait, après, c'est la crédibilité des hypothèses qu'on met qui font qu'on y croit ou c'est possible. Et en fait, plus les hypothèses sont, enfin, plus les paramètres prix sont hypothétiques qui vont se réaliser ou pas, plus on sera dur sur en fait, l'actualisation derrière avec le WACC. Donc, il faut faire attention, c'est un équilibre entre les deux. C'est une approche, l'avantage, c'est qu'on regarde une entreprise et son évolution prévue dans l'avenir. Alors, par exemple, sur cette... souvent, on regarde la typologie de la fiscalité de maintenant. C'est sûr que quand on a une fiscalité qui bouge tout le temps, ça n'aide pas à prévoir des flux futurs. Donc on se dit le monde ne va pas changer ou je vais continuer à me développer, mon marché va répondre favorablement. Bon, et on a bien vu ces dernières années que entre le confinement, l'inflation, la hausse des taux et tous ces thèmes-là, on est plutôt dans des conditions un peu plus dures à anticiper à 3 ou 5 ans. Quoi. Donc après, ça dépend de la typologie des entreprises à laquelle on va l'appliquer. Et ensuite, de voir ensuite quel financement on va mettre en fonction justement du côté prévisionnel. Alors là, si jamais dans une transmission, l'acheteur il va regarder quel financement il met en place, il va avoir son banquier qui va lui expliquer mais comment est-ce que tu es sûr à quel point tu es sûr ou pas des flux futurs pour me rembourser ma dette. En fait, c'est ça qu'il regarde. Donc voilà, c'est un mix entre tout ça quand on fait une transaction de moi je veux vendre et je vais vendre quasiment du contrat garanti. Souvent il y a des acteurs qui mettent en place un nouveau contrat sur 3, 4, 5 ans. Ils disent super, ça va faire x2 en chiffre d'affaires. Bon, quelle est la rentabilité qu'on va en tirer après? C'est là où il faut faire des hypothèses et c'est ça qu'on va essayer de vendre à l'acheteur. Mais l'acheteur, il va dire aussi, moi je vais être sûr de l'avoir. Donc c'est de la négo, ça reste de la négociation dans le cadre d'une transmission. Et maintenant, on va avoir une troisième et dernière méthode. C'est la méthode de l'ANR. Alors, elle est peut-être un petit peu moins utilisée, mais elle peut être très, très utile dans certains contextes, notamment sur l'immobilier ou quand il y a une holding qui détient plusieurs filiales. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette méthode? Oui. Alors, la méthode de l'ANR, c'est l'actif net réévalué. Jusqu'à présent, on a regardé plutôt des méthodes qui valorisent soit la capacité à générer un résultat ou à développer des résultats futurs qu'on essaye de déterminer et qu'on actualise à aujourd'hui. Là, on a une situation qui est plutôt bilancielle, de dire finalement, je vends une entreprise, il y a quoi dedans? Actif, passif, et de remettre ces éléments à valeur de marché. Alors, c'est bien quand souvent il y a de l'immobilier qui vaut un certain prix. Quand on a effectivement des groupes, des holdings familiales, patrimoniales avec des activités différentes qui vont se valoriser différemment, de se dire on va dissocier en fait chacune des branches ou des actifs par une méthode différente et c'est le cumul de tout ça qui va nous donner la valeur de l'ensemble. Après, c'est une méthode qui n'est pas souvent utilisée parce que vous avez bien compris, elle est instantanée. Enfin, on regarde la date, ça vaut combien sur le marché, ça vaut combien la valeur qu'on obtient. Et surtout, elle ne prend pas en compte le développement qu'on a évoqué sur les autres méthodes. Donc après, donc après, elle est plus facile à appliquer, mais aussi après, il faut la vendre aussi aux acheteurs. Enfin, par exemple, une des contraintes qu'on a dans cette méthode-là,
c'est souvent on a besoin d'un expert financier ou un expert immobilier qui vient vous valoriser l'immobilier. Est-ce qu'on est d'accord sur la valeur, ou pareil la valeur des stocks. Moi j'ai un sujet souvent, j'applique la méthode des multiples d'EBITDA par exemple à des entreprises et les gens me disent ah mais mon parc d'automobile il vaut tant, j'ai tant de camions qui valent tant ou j'ai tant de stocks qui valent tant. La réalité c'est qu'on est en train de mélanger deux méthodes parce qu'en fait c'est que souvent, c'est soit on génère un résultat qui vient générer suffisamment de résultats avec les actifs qu'on a pour ensuite valoriser les entreprises, soit on reste sur une méthode d'actifs nets comme celle-ci. Celle-ci, il ne faut pas oublier qu'on est dans l'entreprise. Quand on vend une entreprise, on vend les titres qui détiennent l'entreprise. Donc en fait, il y a la fiscalité qui vient se rajouter. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous avez un stock qui vaut 100 ou vous avez de l'immobilier qui vaut 100. Demain, si vous vendez la boîte, il va falloir vendre la société, l'actif dans la société, prendre la fiscalité et sortir l'argent de la société. Donc deuxième fiscalité. Et souvent, en plus, on regarde un instant T de dire j'ai tant de parcs de véhicules. La réalité, pour vendre les véhicules un par un, quand vous en vendez un par un, c'est facile. Quand vous en vendez tout un lot d'un coup, vous allez devoir faire des réductions sur la valeur attendue où ça va prendre du temps et des coûts inhérents et qui font qu'à la fin, en fait, vous allez plutôt vous retrouver proche des montants qu'on aura vu avec les multiples d'EBITDA dans la méthode d'avant. Donc voilà, il faut faire attention à chaque méthode à ses atouts. Et justement, je me permets, je vais un peu me raccrocher à la thématique de Big cette année, la vérité. Avec toutes ces méthodes, on a vu qu'il n'y avait pas vraiment de vérité absolue. Et puis c'est souvent la vérité du marché, hein, c'est la loi de l'offre et de la demande, surtout quand il y a une cession d'entreprise. Mais en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir de toutes ces méthodes et du principe de valorisation? Alors, on vous a fait une synthèse des 3 méthodes qu'on vient de voir et des comparables. Chaque méthode, si on prenait toutes les méthodes et qu'on applique à la même entreprise, vous aurez des résultats différents. Donc après, c'est d'arbitrer. Ça donne une indication de ce que pourrait être la méthode à aller chercher. Il ne faut pas oublier que si on est par exemple dans un projet de transmission, mais la valorisation, ça sert aussi dans d'autres cas, dans le projet de transmission patrimoniaux ou autres. En fait, après, ça va être le marché qui va faire qu'on va mettre en concurrence notre entreprise, les acheteurs qui vont proposer. S'ils sont plusieurs, la valorisation peut monter. Et on va essayer de défendre la méthode quand on est vendeur qui nous arrange et l'acheteur celle qui l'arrange dans l'autre sens. Donc, à un moment donné, si on veut faire une transaction, il faut quand même être raisonnable aussi sur les attentes. Et il ne faut pas aussi, je vous ai parlé par exemple des multiples d'EBITDA. Est-ce que c'est l'EBITDA de l'année dernière, celui sur les 3 dernières années avec une moyenne, celui de l'année prochaine? Donc en fait, rien que ça, c'est de la négociation. Parce qu'effectivement, il y a des dossiers où on voit bien que les sociétés se développent bien, il y a de l'appétence, les gens ont envie d'acheter. Et donc à ce moment-là, on peut essayer de vendre l'EBITDA qui est en train de se réaliser. Mais parfois, on n'a pas le choix. Et donc c'est une méthode sur 3 ans. Et surtout, un acheteur, il va aussi profiter de la situation, de voir s'il est tout seul, négocier plus. S'il y a plusieurs acteurs, et pareil, un dossier qui est bien préparé, bien présenté, c'est plus facile à vendre que quand il faut... alors, pareil, dans une entreprise, là on parle de valorisation qui est un thème dans une transmission. Mais quand vous devez préparer une session, par exemple, il y a des sujets qui peuvent être traités en avance. Alors, le cas du collaborateur qui nous embête un peu ou qui peut avoir une part du capital mais qui attend la vente pour toucher un gros chèque et tant qu'il n'a pas vendu, vous ne vendez pas. Donc ça, c'est des thèmes qui peuvent impacter la valorisation au moment de la transaction, alors qu'à la base, peut-être sur le papier, les multiples d'EBITDA vous donnent une belle valorisation, mais si le vendeur, le collaborateur ne veut pas vendre et qu'il faut lui faire un chèque, ça va casser un peu la valeur. Donc, souvent, je dis qu'il faut nettoyer l'entreprise avant de la mettre en vente. Ça prend du temps parfois. Il y a des sujets qui prennent du temps. Il y a aussi la notion fiscale. On en a parlé rapidement tout à l'heure. La fiscalité dans une transaction, c'est important. Chaque actionnaire n'a pas le même profil. Ça dépend ce que vous voulez faire derrière l'argent une fois que vous avez vendu. Est-ce que vous voulez le réinvestir? Vous voulez le transmettre aux enfants? Enfin, tous ces thèmes-là sont assez complexes. Alors, je ne vais pas vous faire un cours en quelques minutes, mais c'est aussi des éléments complémentaires qui viennent par rapport à la valorisation, parce qu'on peut arbitrer aussi, quand on a plusieurs actifs, de se dire on va plutôt mettre la valeur sur l'immobilier ou sur l'exploitation ou sur les conditions d'un contrat d'accompagnement, par exemple. Donc tous ces thèmes-là, en fait, vont aussi faire que quand on est en situation de cession, les valorisations en fait, sont un indicateur, mais ne sont pas la valorisation. Enfin, pour parler de vérité, il n'y a pas de vérité absolue. Et surtout, alors on parlait aussi d'actualité, par exemple. Aujourd'hui, je vous ai, on vend peut-être un peu plus difficilement certaines entreprises dans certains secteurs, parce qu'il y a moins de marché, il y a moins d'acheteurs, et donc ils en profitent. Peut-être par rapport à il y a 2 ans, et qu'il faut, en fait, on va revenir sur la notion de vérité, mais quand on veut investir, on a besoin de perspectives dans le long terme, connaître les règles du jeu. C'est sûr, quand on n'a pas de loi de finances, quand on ne connaît pas les règles du jeu, c'est plus dur d'investir. Donc là, on est plutôt dans un marché où
c'est plutôt les acheteurs qui ont des moyens de financement, enfin de fonds propres, qui vont plutôt dicter le marché. Après, il y a des secteurs où, au contraire, il y a de l'appétence, il y a de la visibilité, il y a de la concurrence, donc les prix peuvent continuer à monter. Et d'autres, au contraire, où il y a des acteurs qui profitent un peu de cette situation, et qui s'équipent en ce moment où le marché est plutôt baissier, avec de l'inflation, avec des taux d'endettement qui sont un peu plus chers. Mais bon, c'est une situation de marché. Est-ce qu'il y a des secteurs qui répondent à aucune de ces logiques ou au contraire des secteurs où il y a vraiment une méthode privilégiée et on n'utilise que celle-ci? Je vous l'ai dit un petit peu sur l'histoire des comparables tout à l'heure, à la fin de la période, sur la méthode des comparables. On a certains marchés qui ont leur méthode. Je vous ai parlé des multiples dans le contrat d'assurance, sur la multiple de primes annuelles. On sait qu'une prime, les acheteurs, ils vont le dire, je t'achète ton contrat parce que c'est 2-3 fois, parce que entre le moment où je t'achète et je le mets en place, je sais que les primes vont générer des contrats des interventions de travaux complémentaires. Après, on parlait des éditeurs de logiciels ou les abonnements SaaS, tout ce qui est abonnement, en fait, tout ce qui est récurrent, ça donne de la visibilité. On parlait tout à l'heure des DCF, quand vous avez des abonnements sur les téléphones portables, c'est pareil, avant qu'on change d'opérateur, ça prend du temps. Donc en fait, les acheteurs, ça aide à valoriser, de se dire chaque année, j'ai un montant d'abonnement. Mais souvent, on va aussi le challenger avec les multiples d'EBITDA de l'autre côté après, de se dire est-ce que je paye cher ou pas en multiples d'EBITDA. Donc on peut avoir des méthodes spécifiques, mais souvent, ces méthodes-là servent aussi de se dire bon, est-ce qu'on n'est pas trop loin de la réalité aussi, quoi. On a compris que c'était un petit peu complexe quand on veut reprendre une entreprise, qu'on soit repreneur individuel ou que ce soit une croissance externe. Vers qui on se tourne justement pour nous aiguiller sur ces sujets de valorisation? Alors, la valorisation, en général, les experts comptables, les banquiers, les conseillers en fusion-acquisition, ça c'est mon métier, qui vont connaître. Il y a des experts financiers. Après, il faut faire attention quand on dit je voudrais appliquer une méthode, j'ai besoin de valorisation de mon entreprise en vue d'une transmission. On va regarder d'une certaine manière, mais après je vous dis, il faut se mettre en situation, et tant qu'on n'a pas vraiment mis le dossier sur le marché, on ne sait pas en fait quelle proposition on aura. Donc un expert comptable va appliquer les méthodes qu'on vient de voir. Alors, parfois il y a des méthodes qui sont plus ou moins appliquées ou ajustées, où il y a je vous parlais tout à l'heure il y a plusieurs méthodes, et donc certains peuvent se dire ok, je prends des bons éléments qui m'arrangent, et puis à la fin ça fait une super valeur. Mais bon, il faut aussi être du côté de l'acheteur quand il va venir. Il va regarder aussi ce qui est négatif et va aussi, lui, de son côté, dire moi, je ne suis pas dans le monde idéal où tout se passe bien, quoi. Donc, voilà. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Je suis prête à laisser le micro. Alors. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ok. C'est une question un tout petit peu technique. C'était dans le DCF. Quand vous mettez les free cash flow et vous déterminez la valeur finale avec la croissance, le taux de croissance que vous avez mis avant, c'est le taux de croissance, ça correspond au taux de croissance historique du vendeur, ou est-ce que c'est ce que le repreneur pense comment ça dit c'est là. Ouais, exactement. Ouais. Attends, c'est ici. En fait, là, quand on est sur la valeur terminale, en fait, c'est le taux de croissance à l'infini. Donc, en fait, à la fin. Oui, excusez-moi, je me suis mal exprimé. C'était le taux de croissance qui arrive avant, parce que la valeur terminale sera. Ok, sur la détermination du free cash flow. En fait, la croissance que nous, quand on est vendeur, quand on est côté de ceux qui portent le projet, il va dire voici mes hypothèses. Alors, on peut dire c'est 10, 20, 30%. On peut aussi expliquer comment on obtient le 10, 20, 30%. Le marché, il n'est pas extensible à l'infini. Mais après, on va se faire challenger par l'investisseur en face qui va venir vous dire mais vous m'avez mis ce taux-là ou vous arrivez à ce taux-là, comment vous justifiez? Donc après, c'est de la négo. Donc après, nous, on peut se dire ok, moi je vais faire 10, 20. Et en fait, c'est soit des contrats qui sont signés, soit on sait qu'il y a une attraction, soit on sent que le marché arrive. Alors, par exemple, sur le prévisionnel, il faut faire attention aussi. Souvent, il y en a qui disent mais je vais faire un développement international, en même temps, je vais lancer une nouvelle gamme de produits et je vais faire. On ne peut pas tout faire en même temps. En fait, la réalité, c'est qu'il y a un sujet qui va prendre. Quand on est entrepreneur, on a plein d'idées, mais on n'a que 24 heures par jour. Et donc, en fait, on va mettre des thèmes. C'est plus probable que je vais sortir d'abord la nouvelle gamme de produits, parce que là, ça fait déjà un moment.
on est dessus avant de se lancer dans un nouveau canal de distribution, une nouvelle zone géographique. Donc en fait, le taux de croissance induit de toutes ces hypothèses-là. En fait. Donc après, quand on est côté vendeur, on dit ça j'y crois et c'est pour telle raison que je vais y arriver. L'investisseur de l'autre côté, il va dire j'y crois ou j'y crois pas, ou je vais modérer, ou la probabilité que ça se fasse, c'est peut-être 20%, donc il va décoter, ou il va regarder. En fait, dans les DCF, souvent on dit c'est quoi le cas où rien ne se passe comme prévu, le cas où c'est jackpot et tout est bon. Donc on fait souvent plusieurs cas, worst case, les cas médians et tout, qui viennent aider justement à challenger en fait, une activité à un moment donné T en fonction de ses perspectives. Okay. Merci. Ouais. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Ouais. Oui. Vous avez mentionné différents multiples, EBITDA, EBIT, mais vous n'avez pas mentionné l'EBE. Alors l'EBE, c'est l'EBITDA corrigé. Ouais. Ma question, c'est là, dans l'état du marché actuel, oui. Plutôt pour des PME de type industriel, quel type de multiples vous observez sur l'EBE? Alors là, c'est pareil, la réponse, ça dépend de la taille de l'entreprise, de son activité, de ses perspectives, ses visibilités. Nous, ensuite, ça dépend de si elle est... dans une session, il y a le côté rentabilité des dernières années, il y a le marché actuel. Et en fait, selon la taille de l'entreprise, et ça dépend aussi au cédant. Il y a des thèmes comme ça qui sont importants, dépendance à un client, dépendance à un cédant, dépendance à un collaborateur et tout. Donc, il faut faire attention. Et la taille de l'entreprise, plus elle est petite, plus elle va être dépendante de son fondateur. Le jour où il s'en va, est-ce qu'on est capable de garder les performances? Donc, c'est là où c'est important d'avoir souvent des dirigeants derrière qui vont rester. Donc, ça va renforcer le fait que même si le vendeur n'est plus là, l'entreprise va continuer à performer. Donc après, les multiples qu'on applique, ça va dépendre aussi du secteur, de la taille. Je vous parlais tout à l'heure, il y a des indices qui sont à 9 fois les l'EBITDA. Petite PME industrielle. Oui, moi, les petites PME industrielles, alors souvent je dis c'est 3-4 fois. Ça peut être 5 fois. Parce qu'en fait, l'industrie en ce moment, faut montrer qu'il y a un peu de visibilité, que ça dépend sur quel marché vous allez être. Mais il y en a où il faut aussi donner de la perspective, soit du développement, parce que vous investissez. C'est pareil, si on n'investit plus, forcément, il y a un moment donné, les résultats s'améliorent. Mais quand l'acheteur arrive, il dit mais moi, je dois tout refaire, donc je dois réinvestir autant pour retrouver la rentabilité ou rester dans le marché. Mais là où, effectivement, il y a 1 ou 2 ans, on voyait plutôt du 5-6 fois en industrie. Aujourd'hui, on voit du 3-4 fois. C'est dans petite PME industrielle, comme vous dites. Mais ça dépend après aussi de sa localisation, ça dépend de son marché, le nombre de salariés dans l'entreprise aussi. Et la localisation aussi, pareil, quand on vend une entreprise, c'est plus facile de vendre une entreprise dans certaines régions parce qu'il y a plein d'acheteurs. Dans d'autres, c'est plus dur. Il y a des secteurs où tout le monde veut s'acheter les uns les autres, d'autres, au contraire, c'est l'inverse. Donc ça dépend du marché. Il y a des moments, ils vont être le premier à vendre et pas le dernier, sinon tout le monde est équipé. Donc en industrie, il faut faire attention à ces notions-là. Même si vous allez voir des comparables, on parlait de la méthode, on va vous dire il y en a qui sont vendus à 5-6 fois, 7 fois l'EBITDA, ou vous allez avoir des annonces de fonds d'investissement ou autres qui ont payé ça très cher. En fait, quand vous voulez l'appliquer, il faut aussi se dire mais attention, il a mis en place un process concurrentiel, il y a peut-être beaucoup d'acheteurs, alors que quand on se l'applique, et ça dépend quand est-ce qu'on se lance, il peut y avoir un peu plus de difficulté à trouver l'acheteur maintenant qui a envie d'acheter ce prix-là votre entreprise. Voilà. Et après, j'essaie d'être réaliste quand j'annonce. Je pourrais vous dire c'est 5-6 fois, mais c'est pas vrai parce que c'est ce que je constate sur les boîtes qu'on a vendues ces derniers mois, où effectivement on voit bien les acheteurs sont quand même plus bas qu'il y a 1 ou 2 ans quand les taux étaient entre 0 et 2% et qu'il n'y avait pas de problème d'inflation. Si on est dans l'industrie, vous avez eu l'impact de l'inflation sur vos achats. Comment vous avez pu les répercuter? Donc il y a des cas c'est pas possible, donc on écrase sa marge. Donc voilà. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Quel conseil vous donneriez à un cédant qui a identifié une cible pour aller vers la LOI et déterminer les modalités de financement? Alors, vous êtes cédant et vous voulez vendre ou vous voulez acheter? Imaginez que vous êtes cédant, oui. Vous avez identifié un repreneur. Oui. Avant la LOI, de qui doit-on s'entourer pour faire la valorisation de l'entreprise et avec le repreneur déterminer les modalités de financement pour que le projet soit le plus sérieux possible? Alors effectivement, dans la phase initiale, quand on a un candidat, ce qui est dur, il faut lui donner des éléments qui puissent se positionner.
Nous, on lui donne des éléments qui puissent se positionner raisonnablement. Alors, je vous ai parlé de l'expert comptable, le conseiller en fusion-acquisition ou le banquier, et qui ont chacun les mêmes méthodes qu'ils appliquent ou de ce qu'ils voient par ailleurs, ils vous vont donner des indications. Mais il faut permettre au repreneur de se positionner. Et parfois, effectivement, et ça dépend aussi du profil du repreneur. Alors là, on parle de méthode de valorisation, on va obtenir un prix. Si c'est vos enfants, si c'est vos collaborateurs ou si c'est des industriels qui ont plein de synergies, la valorisation peut ne pas être la même, ou une personne physique. Et en fait, la limite du repreneur, en fait, ça dépend de son profil. Est-ce que c'est son projet, des synergies qu'il veut mettre en place, et aussi alors, si on parle de repreneur, c'est son apport personnel. Ça peut être comment sa banque le suit ou l'accompagne, compte tenu de son profil. Est-ce qu'il a d'autres éléments qui peuvent rassurer le banquier pour lui dire c'est bon, je te finance 80%, ou au contraire on fait 50-50. Donc en fait, quand on a, pour arriver à la LOI, quelque part, il faut donner des éléments pour que l'acheteur fasse son projet. Alors moi, quand je fais des process, ce qui compte, c'est au début de bien présenter l'entreprise dans les dossiers de présentation, d'aller chercher progressivement les bons interlocuteurs et les mettre en concurrence, en fait, pour qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls. Un interlocuteur qui est tout seul, un candidat qui est tout seul, il le sent parce que le dirigeant, il est disponible tout le temps. Les réponses aux questions ne sont pas prêtes, ou il dit je vais voir mon expert comptable. Nous, tout le jeu, c'est de mettre en concurrence, créer donner des réponses aux questions qui n'ont pas été posées, ça montre qu'il y en a d'autres qui l'ont posé. Donc en fait, ça crée de la concurrence. Après, les lettres d'intention, les premières propositions, en général, elles sont quand même pas proches de ce que vous voulez. C'est assez rare que vous ayez la bonne propale prête à signer. Donc après, il faut négocier. Et une lettre d'intention, c'est souvent aussi l'acheteur qui dit qui il est, qu'est-ce qu'il compte faire dans l'entreprise, du projet. Et après, comment il faut valoriser, là, ce qu'on a évoqué, où il faut négocier. Souvent, c'est multiple d'EBITDA, mais comment il a déterminé son EBITDA, ou quel retraitement il prend en compte. Et ensuite, effectivement, il y a le financement qui va les mettre en place. Qu'est-ce que lui, il a vraiment disponible? Qu'est-ce qu'il doit aller chercher chez son banquier ou son groupe, ça dépend du repreneur. Et ensuite, de se dire comment il va le mettre en place. Donc après, quand vous avez toutes les LOI, il faut effectivement les mettre en concurrence et se dire lequel a une chance d'aller au bout. Et après, même, il y a le prix, il y a la valorisation, mais il y a le côté humain aussi. Quand on parlait tout à l'heure de petites PME industrielles, où ça dépend de la taille de l'entreprise, humainement, il y a aussi des gens qui ne voulaient pas leur vendre leur boîte. Moi, ça m'est arrivé des cas où sur le papier, tout est bon, mais humainement, quand il fait la visite du site, mes clients m'ont dit mais jamais je lui vends ma boîte, quoi. Donc, même si sur le papier c'est nickel, il faut leur dire c'est pas pour vous, quoi. Donc en fait ça, plus vous avez de candidats, plus vous allez pouvoir tenir la concurrence sans avoir à en choisir un, plus vous aurez d'éléments non négociables ou déjà discutés, on ne pourra pas faire marche arrière. Donc en fait la LOI, faut pas la signer tout de suite, il faut avoir l'avocat, l'expert comptable, le conseil qui viennent vous aider à vous dire attention aux éléments qui ne sont pas exprimés ou pas déterminés. Il ne faut pas être trop pointilleux, parce que parfois on peut passer du temps à déterminer et à écrire une LOI. Après, il y a encore les audits à faire, il y a les avocats qui arrivent sur toute la documentation juridique. Donc tout ça, ça prend du temps à approfondir. Mais plus on en met, plus c'est précis, moins il y a d'éléments de négociation après. Merci. Bonjour. Bonjour. Quand le chiffre d'affaires de l'entreprise dépend à 80% d'un marché public, oui. Est-ce que ça dévalorise l'entreprise, et si oui, dans quelle proportion? Alors, si vous avez effectivement, ça dépend qui est le repreneur. Si c'est quelqu'un qui est lui-même, et après le marché public, souvent c'est des contrats, c'est des marchés d'une certaine durée. Est-ce qu'on est au début, au début du marché public, est-ce qu'on est au milieu ou à la fin? Donc après, c'est sujet du renouvellement, par exemple. Quand on vient de l'attraper, que c'est la première fois qu'on l'a, on ne sait pas quel est l'impact que ça va avoir sur l'entreprise. Donc on se dit ça va faire plus 30%, plus x2. Ça va dépendre à quel point l'acheteur il y croit ou pas, aussi. Donc il vaut mieux parfois attendre d'avoir déjà fait 1 ou 2 ans complets pour se dire ok, ce nouveau marché public il m'apporte tel volume, mais il me reste combien d'années quand je mets le process en vente? Et sachant qu'un process ça prend en moyenne, alors idéalement c'est 6-8 mois, en moyenne c'est plutôt 1 an et voire plus quand ça prend du temps. Et quand vous avez un marché public à 4 ans ou qui peut se renouveler 1 ou 2 fois, 5-6 ans, 7 ans, 8 ans, après c'est moins fréquent. En fait on vend les dernières années, donc après est-ce qu'on va être capable d'être renouvelé. Donc parfois il peut y avoir, on dit ok, ça fait longtemps que je suis sur un marché public, donc chaque année, en fait, à chaque fois j'ai l'équipe en interne pour renouveler. Donc l'acheteur se dit ok, j'achète cette expérience parce que ça ne dépend pas que du cédant. Parfois c'est le cédant qui répond lui-même. Donc en fait le jour où il n'est plus là, est-ce que les collaborateurs derrière ils vont savoir répondre? Et donc on dit j'achète le nombre d'années qui reste. Ou alors il va vous dire je vous achète un certain niveau de volume, ou vous allez m'accompagner pour le renouvellement.
et je vous aurai un complément de prix. On parlait tout à l'heure de la valorisation, enfin de la structuration de la valorisation dans une session. Ça peut aussi être d'avoir des compléments de prix en fonction de, oui, on a renouvelé, et après c'est l'acheteur qui fera son affaire, mais qui va vous dire, si je suis bien renouvelé, je vais retrouver les conditions que vous m'avez vendues, et donc à ce moment-là, je peux compléter. Après, moi, je dis faire attention les compléments de prix. Une fois que vous n'êtes plus dans la boîte pour gérer, c'est plus votre boîte. Vous n'avez plus la main. Donc, il faut avoir des éléments qui ne soient pas dépendants du nouveau gestionnaire. S'il plante la boîte, il ne vous paye pas. Et puis, les compléments de prix, c'est toujours pareil. On avait prévu une situation, mais c'est jamais celle-là qui arrive. Donc, tu me dois tant, mais je te dois tant pour tel truc. Donc, à la fin, ça reste des sujets techniques à discuter. Il vaut mieux simplifier ces parties-là et que ça soit, moi je dis, il faut que le prix de vente à la transaction soit au moins le prix que vous vouliez pour vendre. Après, c'est du complément, c'est du bonus et autres, mais il ne faut pas que vous ayez la moitié. Si c'est une grosse partie de l'activité qui est liée à un appel d'offres, c'est sûr qu'on risque de ne pas vous payer grand-chose au départ, sauf si vous montrez que vous avez un historique sur ce domaine qui fait que, oui, vous avez déjà été renouvelé 3 fois ou ça fait 15 ans que vous êtes sur un marché. Et donc là, les acheteurs disent, ok, c'est l'acteur de base qui fait partie du paysage sur ces acteurs, sur ces marchés-là. Voilà. Voilà. Bon, le temps que le micro remonte, effectivement, dans une transaction, ce qui est important aussi, c'est de regarder tous les paramètres d'une transaction quand on transmet. C'est aussi, moi je dis, il faut trouver la contrepartie qui vous corresponde. Toute la démarche qu'on fait, c'est aussi de rencontrer des candidats, d'y se confronter. Idéalement, on veut vendre ça aux gros acteurs bien structurés. La réalité, c'est aussi des rencontres avec des hommes, et on apprend en fait dans le process à se dire avec qui on a envie de faire. Et il y a des moments où c'est difficile dans ce process, et c'est aussi des éléments qui permettent de se confronter au caractère de nos interlocuteurs, de dire demain, si je les ai autour de la table, je leur ai vendu ma boîte, comment ils vont se comporter. Et je vous en prie pour la question. Bonjour, vous m'entendez? Ouais. CB voilà, c'est une question un peu complémentaire. Je voudrais savoir comment on sollicite le passif caché. Concrètement, si 3 ans après à la transaction, l'acheteur s'aperçoit qu'il prend un gadin, qu'est-ce qu'il peut faire en fait? Est-ce que la loi le protège? Alors, quand on vend l'entreprise, il y a la documentation juridique au moment de la cession, il y a la garantie d'actifs passifs qui normalement couvre 3 ans. Donc, c'est pour ça que vous avez parlé de 3 ans. Normalement, si la garantie d'actifs passifs avec des plafonds a été bien défendue et définie, dans les 3 ans, vous avez pu trouver les sujets pour vous protéger. Après, ça dépend de l'avocat, ça dépend de vos conseils, de votre volonté au moment de faire l'opération d'avoir lâché sur certains points. Plus de 3 ans, ça devient plus compliqué. Après, c'est plus du juridique. Il peut y avoir des... il peut y avoir, alors, je ne sais pas si ça peut être du dol, je ne connais pas les cas particuliers que vous avez en tête, mais en fait, c'est où il y a des process qui durent plus longtemps. Un client qui ne vous paye pas, ça peut prendre plus de temps à se dévoiler. Mais souvent, quand on achète une entreprise, c'est quand même dans la première ou la deuxième année qu'on voit les problèmes. Après, si c'est des sujets qui traînaient, qui ont été cachés volontairement par le vendeur, il faut espérer qu'idéalement dans les 3 ans on arrive à les sortir pour pouvoir les mettre sur la table en face de la garantie d'actifs passifs pour vous protéger. Je pensais pas à la mauvaise foi du vendeur. Ouais. Je pensais plus à soit des éléments complètement exogènes. Alors cela, le vendeur il est pour rien. Voilà. Donc soit des éléments complètement exogènes de l'environnement, soit le départ d'un vendeur clé ou vraiment la bonne foi du vendeur. Au bout de 3 ans, normalement, le repreneur, c'est lui qui gère la boîte. Donc, si l'homme clé s'en va, c'est un peu de sa faute aussi. Je sais pas. C'est à lui de bien gérer ce qu'il a repris et d'avoir pris son risque ou comment ne pas dépendre de quelqu'un. Et les éléments exogènes. Alors, si on prend le confinement, par exemple, pour 2020, c'est sûr que personne ne l'avait prévu et il faut quand même faire avec. Alors, c'est sûr que les années, ceux qui ont acheté en 19 sur des bases historiques, 2020 était dur. Il faut être capable de tenir et de repartir. Alors, à chaque fois, on dit le confinement. On espère qu'on n'aura pas des Covid tout le temps. Mais voilà. Donc en fait, les éléments exogènes, le vendeur, il est pour rien. Donc vous ne pouvez pas les chercher en responsabilité. Après, quand vous avez repris, c'est vous qui gérez. Donc en fait, si vous êtes le repreneur, c'est de votre responsabilité à un moment donné de comment vous avez géré votre écosystème. Mais être entrepreneur, c'est un mix entre son entreprise, ses moyens, son marché, le monde fiscal, la partie, tout ce qui est exogène, quoi. Bon, il me reste 10 secondes. Donc merci pour votre écoute. Merci à tous et bonne suite de journée.